2 millions de déplacés, et pourtant une ville surgit du Sahel. En 6 mois, près de 12 000 logements sont tracés sans prêts étrangers, comme si la rareté devenait soudain une méthode plutôt qu'un frein. Que change, pour eux comme pour vous, le pari d'Ibrahim Traoré de financer avec l'or national plutôt qu'avec des dettes venues d'ailleurs? Si l'essai tient, il redéfinit discrètement l'idée même d'autonomie. Ce récit s'appuie sur une promesse claire: montrer comment une réponse locale peut transformer une crise humanitaire durable en levier de reconstruction. En quelques mots, l'enjeu est précis: remplacer la dépendance extérieure par une maîtrise collective des choix. Ce déplacement n'est pas seulement budgétaire ou technique. Il touche à la manière dont un État, des institutions et des habitants redéfinissent leur rôle lorsque l'attente d'une aide internationale cesse d'être l'option centrale. La construction devient alors un acte politique concret, lisible sur le terrain, et non une abstraction administrative. Les risques existent et ne sont pas éludés: une organisation locale insuffisante, une baisse des ressources ou une coordination fragile pourrait affaiblir l'ensemble. Mais la promesse inverse demeure tout aussi tangible. Chaque maison bâtie, chaque école ouverte, chaque réseau d'eau fonctionnel crée un ancrage matériel qui renforce la confiance collective. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce projet pose donc une question de fond: jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle choisit d'agir sans attendre la permission ni la validation extérieure? 6 mois après la décision initiale, un fait s'impose. Plus de 12 000 logements sont déjà matérialisés dans le nord du Burkina Faso. Ce volume, modeste face à l'ampleur de la crise, devient significatif lorsqu'on le compare au point de départ: près de 2 millions de personnes déplacées internes. C'est dans cet écart, entre masse déracinée et capacité construite, que se déploie l'expérience portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le constat est brutal. Avant le lancement du chantier, des villages entiers avaient été vidés par la violence, tandis que les villes existantes absorbaient tant bien que mal des familles sans abri. Les camps improvisés dominaient le paysage humanitaire: bâches en guise de murs, accès instable à l'eau, écoles saturées, services publics proches de la rupture. Les rapports internationaux décrivaient une crise chronique, mais peinaient à proposer des réponses adaptées à un afflux massif et continu. Un facteur bloquant revenait systématiquement: la dépendance à des dispositifs extérieurs, souvent lents à se mettre en place, fragmentés dans leur action et incapables de suivre le rythme réel des déplacements. Dans ce contexte, la reconstruction demeurait théorique, suspendue à des financements et à des arbitrages venus d'ailleurs. Le basculement intervient lorsqu'un choix politique requalifie les zones reprises aux groupes armés. Elles ne sont plus considérées comme des marges instables, mais comme des espaces civiques à reconstruire. Cette inversion transforme une carte militaire en carte de réinstallation. Le projet baptisé Ville de la Renaissance n'est alors comme un chantier strictement national, mobilisant ingénieurs, unités du génie, civils et volontaires dans une coopération continue. Les matériaux sont produits sur place, les métaux recyclés et les ressources minières locales financent directement les fondations. À mesure que les premières structures émergent, un second déplacement s'opère. Des personnes jusque-là définies comme victimes deviennent actrices du chantier. Ce passage, discret mais décisif, convertit une crise humanitaire en processus de reconstruction sociale mesurable. C'est cette transformation initiale qui ouvre la suite du récit. Pour comprendre ce que produit réellement le chantier, il faut quitter les plans et regarder ceux qui le font vivre. Bien avant les discours officiels, ce sont des trajectoires individuelles qui donnent une épaisseur concrète au projet. Un ancien agriculteur déplacé après l'attaque de son village apprend à manier la truelle sur une fondation encore humide. Son geste est hésitant, puis s'affermit lorsque des ingénieurs du génie lui montrent comment aligner une brique pour qu'elle dure.
Dans cette répétition simple, il ne reconstruit pas seulement un mur, mais une fonction sociale qu'il croyait perdue. Un peu plus loin, une femme ayant perdu son mari transporte des briques moulées sur place. Elle n'avait jamais travaillé sur un chantier, mais elle sait désormais reconnaître un bon mélange et juger la solidité d'un séchage. L'apprentissage dépasse la technique. Il lui permet d'exister autrement que sous l'étiquette réductrice de Paul déplacé vulnérable. Non loin, un adolescent orphelin conduit un petit bulldozer sous la supervision d'une équipe mixte. Le bruit de la machine ne renvoie pas ici à la force brute, mais à la possibilité d'un avenir structuré, éloigné de l'errance et de la peur. Pour lui, le chantier devient un espace de projection plutôt qu'un simple lieu de passage. À travers ces figures, la construction apparaît comme un réapprentissage collectif. Chacun retrouve un rôle, une utilité et un réseau minimal d'entraide. Le chantier cesse d'être une addition de bâtiments pour devenir un espace où se recompose la cohésion dès les premières semaines. Ainsi se dessine l'enjeu central. Reconstruire des murs est possible, reconstruire des places sociales l'est aussi. Tout commence par une décision qui paraît presque technique mais qui marque un basculement net. Au début de la saison des pluies, les unités du génie militaire reçoivent l'ordre de se mobiliser non pour sécuriser, mais pour construire. Ce passage d'une logique de contrôle à une logique de reconstruction crée un avant et un après visible sur le terrain. Les premiers bulldozers avancent sur des zones récemment reprises aux groupes armés. Là où se trouvaient des positions défensives, apparaissent désormais des tracés urbains. Les soldats sont escortés de plans et de niveaux à bulles plutôt que d'armements lourds. Ce renversement opérationnel transforme l'espace. La guerre cède progressivement la place à l'ingénierie civile. Dans les jours suivants, les fondations d'un quartier pilote sont posées selon une organisation méthodique. Le génie creuse des canaux d'écoulement pour prévenir les inondations futures. Des équipes civiles préparent les premiers modules scolaires en réutilisant du métal local. Les convois quotidiens acheminent ciment, panneaux solaires et outils, créant un flux régulier qui permet au chantier de rester stable malgré les contraintes climatiques. Peu à peu, le rythme s'installe. Les structures sortent du sol sans interruption majeure. Cette continuité donne l'impression d'une ville qui se lève en temps réel, sans les délais habituellement associés aux grands projets humanitaires. La visibilité devient alors un facteur clé du processus. Un tournant s'opère lorsque les premières images aériennes circulent sur les réseaux locaux. Les toits alignés, les colonnes de béton et les réseaux électriques en maillage rendent le projet tangible. Ces séquences, relayées par la diaspora, produisent un effet immédiat. Le chantier cesse d'être une promesse abstraite pour devenir une réalité observable. Les Famenisha, les familles déplacées, commencent à se porter volontaires, demandant explicitement une place dans la future cité. Le crescendo symbolique survient avec l'ouverture de la première école. Le bâtiment est simple, sans monumentalité, mais sa portée dépasse sa taille. Des enfants qui vivaient sous des bâches y entrent pour la première fois. Un vieil homme déclare que son petit-fils naîtra ici et non ailleurs. Cette phrase circule rapidement, cristallisant la transition d'une population marquée par l'incertitude vers une capacité nouvelle de projection. À partir de là, le chantier prend la forme d'un système intégré. Les ministères coordonnent leurs ressources. Les compagnies minières publiques livrent le métal. Les ingénieurs finalisent les installations solaires. Les agronomes organisent des ceintures agricoles périphériques pour stabiliser l'approvisionnement alimentaire. Chaque secteur agit de concert, produisant une synergie qui dépasse la simple addition des compétences. Au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré joue un rôle de catalyseur politique. Il n'intervient pas dans les détails techniques, mais fixe une ligne constante. Pas de prêts étrangers, pas de consultants internationaux, pas de sous-traitance externe. Cette règle, répétée à chaque étape,
empêche la dilution des objectifs initiaux et maintient la cohérence de l'ensemble. La séquence se déploie alors comme une montée en intensité continue. Activation des moyens, structuration civile, visibilité publique, appropriation communautaire. Ce n'est plus seulement un chantier qui avance, mais un modèle qui s'installe en marchant. Le point de départ est connu et documenté. Près de 2 millions de personnes déplacées internes vivaient sans accès stable à un logement durable. Ce chiffre sert de repère incontournable, car il mesure l'ampleur sociale du défi avant toute action concrète. Il rappelle que la crise n'était pas ponctuelle, mais structurelle, installée dans la durée et étendue à l'ensemble du territoire. 6 mois après le lancement du chantier, un premier écart devient visible. Plus de 12 000 logements sont construits et raccordés aux services essentiels. Pris isolément, ce volume peut sembler limité, mais replacé dans le contexte d'une construction sans prêts étrangers, sans opérateurs internationaux et avec des ressources strictement nationales, il indique un changement de capacité. Il montre qu'un appareil local, souvent jugé insuffisant, peut produire des résultats mesurables dans un laps de temps court. Un troisième indicateur éclaire la dynamique enclenchée autour du projet. Plus de 4 000 emplois ont été créés, dont environ la moitié occupés par d'anciens déplacés. Ce chiffre ne décrit pas seulement un effet économique, il signale une transformation de statut. Des personnes initialement définies par leur vulnérabilité deviennent contributrices d'un système productif. L'assistance potentielle se mue en participation active. Ces trois mesures dessinent une trajectoire lisible. Les logements ne sont pas de simples unités bâties, mais des cellules sociales où se réorganisent les routines quotidiennes. Les emplois ne représentent pas uniquement des revenus temporaires, mais un tissu économique local capable de se maintenir sans apports extérieurs massifs. Quant aux millions de déplacés, ils cessent progressivement d'être perçus comme une masse passive pour devenir un réservoir de compétences mobilisables. Autour de ces chiffres gravitent des infrastructures complémentaires. Les écoles ouvertes à proximité des nouveaux quartiers absorbent une partie de la pression éducative. Les points d'eau et les installations solaires stabilisent les services de base. Chaque équipement renforce la cohérence de l'ensemble et réduit la dépendance aux dispositifs d'urgence. La logique quantitative commence alors à produire des effets qualitatifs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée s'inscrit dans une philosophie pragmatique. L'autonomie n'est pas présentée comme un slogan, mais comme un mécanisme observable. Les données servent à ajuster le rythme, à identifier les goulets d'étranglement et à maintenir une pression constante sur les résultats. Le chiffre n'est pas une fin, mais un outil de pilotage. Ce qui importe désormais n'est pas seulement le niveau atteint, mais la direction prise. L'écart entre la situation initiale et les premiers résultats indique une dynamique capable de se prolonger. Si la cadence se maintient, les effets indirects deviennent tout aussi décisifs. Réduction de l'exode interne, stabilisation des marchés locaux, augmentation de la participation aux structures communautaires. Ainsi, les chiffres racontent plus qu'une performance matérielle. Ils décrivent un déplacement profond, celui d'un pays qui passe d'une gestion de crise à une capacité de projection. Derrière chaque donnée se profile une question centrale. Jusqu'où ce mouvement peut-il aller si les conditions actuelles restent réunies? Deux critiques principales reviennent régulièrement dans les échanges diplomatiques et dans certains cercles d'analyse extérieure. Elles méritent d'être exposées clairement, sans caricature, car elles structurent une partie du scepticisme entourant l'expérience en cours. La première critique porte sur le risque d'isolement politique. Selon cette lecture, mener un projet de cette ampleur sans partenaires internationaux pourrait réduire la transparence, limiter l'accès à des mécanismes de contrôle multilatéraux et fragiliser la capacité du pays à absorber des chocs futurs. L'argument est cohérent.
Dans de nombreux contextes, l'absence d'acteurs externes a parfois accentué des déséquilibres institutionnels ou budgétaires, surtout lorsque les ressources nationales fluctuent. La seconde critique concerne la place du génie militaire dans le processus. Pour ses détracteurs, une ville construite sous coordination militaire pourrait dissimuler une centralisation excessive du pouvoir. Le risque avancé est celui d'une participation communautaire davantage symbolique que décisionnelle, utilisée pour légitimer une structure trop verticale. Dans cette perspective, la reconstruction pourrait renforcer l'appareil d'État au détriment d'une autonomie locale réelle. Ces deux arguments s'appuient sur des précédents observés ailleurs et ne peuvent être écartés d'un revers de main. Pourtant, plusieurs éléments issus du terrain invitent à nuancer cette lecture. D'abord, la gouvernance locale repose sur des conseils de quartier composés d'habitants réinstallés, incluant femmes, jeunes et anciens déplacés. Ces instances débattent publiquement des priorités immédiates, comme l'emplacement d'une école ou l'organisation de l'accès à l'eau. Les décisions ne descendent pas uniquement par voie hiérarchique, mais émergent de discussions visibles et documentées. Ensuite, les flux financiers sont limités à des ressources nationales et soumis à des audits d'institutions publiques indépendantes. L'absence d'intermédiaires étrangers réduit certaines zones d'opacité fréquemment associées aux grands projets humanitaires. La traçabilité devient plus simple à établir, même si elle repose sur des mécanismes internes. Enfin, l'implication quotidienne des habitants agit comme un contrepoids structurel. Un espace strictement contrôlé par l'État génère rarement un tel niveau de participation spontanée. Ici, la maintenance des infrastructures et l'organisation collective limitent mécaniquement les dérives centralisatrices redoutées. Ainsi, le débat ne se résume pas à une opposition binaire. Il oppose des risques réels à des mécanismes correctifs observables dont l'efficacité dépendra de leur continuité dans le temps. Une maison peut stabiliser un territoire. Cette idée circule désormais sur le chantier comme un principe partagé. Elle résume un basculement discret mais décisif. La construction n'est plus perçue comme une réponse d'urgence mais comme un instrument de cohésion durable. Lorsque Ibrahim Traoré reprend publiquement cette formule, il ne s'agit pas d'un slogan mais d'un cadre d'action qui redéfinit les priorités. À partir de ce point médian, l'échelle du projet change. Les quartiers ne sont plus pensés comme des alignements de logements, mais comme des unités vivantes capables d'absorber des familles, de structurer des services et de recréer des routines sociales. Les ingénieurs parlent de continuité urbaine, les habitantes se voquent un retour à une vie organisée. Les deux regards convergent. Ce déplacement se lit dans les gestes quotidiens. Des familles plantent des arbres autour des nouvelles habitations. Des bénévoles entretiennent les points d'eau. Des jeunes organisent des circuits simples pour la distribution de l'électricité solaire. Ces initiatives ne sont pas imposées, elles émergent parce que l'espace bâti le permet. À ce stade, le chantier cesse d'être uniquement piloté par l'État. Il devient un cadre que la communauté s'approprie progressivement. La reconstruction ne répond plus seulement à une crise passée, elle commence à prévenir des fragilités futures. Le cœur de la révélation est là. Ce qui a été conçu comme une solution matérielle fonctionne désormais comme un prototype social, capable de transformer la stabilité en ressources collectives. Les effets du projet apparaissent avec netteté lorsqu'on les observe à travers quatre groupes distincts: l'État, les entreprises nationales, les citoyens réinstallés et l'environnement régional. Chacun absorbe la transformation à un rythme différent, mais l'ensemble dessine une dynamique cohérente, conforme à l'orientation fixée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Du côté de l'État, la première conséquence est opérationnelle.
Les administrations, longtemps perçues comme éloignées du terrain, retrouvent une présence concrète. Ingénieurs, agents publics et unités techniques travaillent dans un cadre commun, sans médiation extérieure. Cette proximité modifie la perception du service public. La légitimité ne repose plus sur des textes ou des annonces, mais sur des actions visibles et répétées. Pour de nombreuses familles réinstallées, l'État cesse d'être une abstraction et devient un acteur identifiable de leur sécurité quotidienne. Les entreprises nationales enregistrent un second effet, plus économique. Les ateliers de briques, les unités de recyclage du métal et les structures solaires locales fonctionnent à plein régime. Le choix de limiter les importations favorise la circulation interne de la valeur. Des partenariats horizontaux se forment entre artisans, techniciens et ingénieurs, consolidant des chaînes de production souvent fragiles. Cette dynamique permet aux petites et moyennes entreprises d'investir, non dans l'urgence mais dans la durée, avec une visibilité accrue sur leurs débouchés. Pour les citoyens réinstallés, l'impact est plus intime. Disposer d'un logement stable, d'une école fonctionnelle et d'un accès régulier à l'eau recompose la vie quotidienne. Les jeunes trouvent des opportunités de formation directement liées au chantier. Les femmes prennent une place croissante dans les conseils de quartier. Les anciens deviennent des repères pour les nouvelles familles. Cette recomposition sociale ne résulte pas d'un programme imposé, mais d'interactions rendues possibles par la stabilité matérielle. À l'échelle régionale, enfin, le projet suscite une attention croissante. Des délégations venues de pays voisins observent le fonctionnement du modèle. Confrontés à des crises similaires de déplacement et de fragilité institutionnelle, ils y voient une piste pour réduire leur dépendance aux financements extérieurs. Cette curiosité crée une émulation politique discrète, où la souveraineté se conçoit comme un processus pragmatique plutôt que comme un discours. Ces quatre niveaux ne fonctionnent pas de manière isolée, ils se renforcent mutuellement. La crédibilité de l'État soutient l'investissement local. L'activité économique stabilise les communautés. La cohésion sociale alimente l'intérêt régional. Ensemble, ils confirment que le chantier dépasse la seule reconstruction physique. Ce qui se joue ici n'est pas seulement la réussite d'un projet, mais l'émergence d'un précédent. Un précédent où l'action locale, structurée et mesurable, redéfinit les rapports entre institutions, habitants et territoires. Trois trajectoires principales se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier les marges d'évolution possibles d'un modèle désormais observé au-delà de ses frontières. Dans une trajectoire de continuité, le rythme actuel se maintient. Les logements déjà livrés servent de socle opérationnel et la construction progresse de manière régulière. Les écoles, les cliniques et les réseaux d'eau se stabilisent progressivement, permettant une articulation fluide entre services publics et initiatives citoyennes. Si la transparence budgétaire reste constante, alors la confiance des habitants continue de s'ancrer, réduisant les tensions internes et consolidant l'appropriation communautaire. Dans une trajectoire d'élan, le modèle s'étend de façon maîtrisée. Plusieurs provinces adoptent des variantes adaptées à leurs contraintes locales. Les entreprises nationales renforcent leurs capacités, tandis que les coopératives villageoises se structurent autour de la production et de la maintenance. Si cette dynamique se diffuse, alors des corridors économiques internes émergent, limitant les dépendances extérieures et renforçant la résilience territoriale. L'expérience devient alors une référence pratique pour d'autres contextes comparables. Dans une trajectoire de friction, des variations des revenus miniers, une fatigue organisationnelle ou des pressions politiques extérieures peuvent ralentir la cadence. La coordination entre institutions et chantiers risque alors de se fragmenter. Si la participation citoyenne s'érode, la cohésion construite depuis les premières étapes pourrait s'affaiblir, exposant le modèle à des tensions internes.
Dans les trois cas, un principe demeure constant. La viabilité du projet dépend moins du volume construit que de la continuité des mécanismes participatifs. Le béton offre une structure, mais il ne garantit pas la stabilité à long terme. Celle-ci repose sur la capacité collective à maintenir la cohérence entre décision, action et contrôle local. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de choisir une trajectoire, mais d'observer les signaux faibles. Le rythme, la transparence et l'engagement communautaire constituent les indicateurs les plus révélateurs. Ils permettront de comprendre, sans attendre un bilan final, si ce modèle peut dépasser le stade de l'expérimentation et s'inscrire durablement dans le paysage. Comprendre cette expérience ne consiste pas seulement à analyser un projet de reconstruction, mais à interroger la manière dont un récit national se transforme. Pour un observateur extérieur, le Burkina Faso est souvent résumé à des titres alarmistes ou à des indicateurs de fragilité. Ici, l'attention se déplace vers des gestes ordinaires qui recomposent lentement la vie collective. Dans l'actualité, certaines recherches reviennent souvent autour d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso. Elles prennent pourtant un sens différent lorsqu'on les relie à des scènes concrètes. Ils ne renvoient plus seulement à des déclarations politiques, mais à des quartiers en construction, à des écoles ouvertes et à des routines quotidiennes qui se stabilisent. Cette translation du macro vers le micro modifie la perception de ce qui se joue réellement sur le terrain. Pour le lecteur, l'impact est double. L'impact c'est double. D'une part, il s'agit de dépasser une vision figée d'un pays réduit à la crise. D'autre part, il devient possible de réfléchir à la manière dont une organisation collective, même sous contrainte, peut produire des marges d'action inattendues. Les familles qui plantent des arbres, les jeunes qui entretiennent les installations solaires et les commerçants qui rouvrent des marchés provisoires incarnent des dynamiques que les chiffres seuls ne suffisent pas à expliquer. Ce déplacement du regard crée un effet de miroir. Sans transposer mécaniquement l'expérience, chacun peut y reconnaître des principes universels: coordination locale, appropriation des outils, continuité des efforts. Ces éléments ne relèvent pas d'un contexte exceptionnel, mais de choix concrets, répétés et ajustés dans le temps. Ainsi, le projet ne s'adresse pas uniquement aux décideurs ou aux spécialistes. Il touche aussi ceux qui cherchent à comprendre comment une communauté, confrontée à une contrainte extrême, parvient à réorganiser ses capacités et à redonner une forme tangible à l'idée d'avenir. Pour que la dynamique engagée se transforme en modèle durable, plusieurs étapes doivent être structurées autour d'objectifs mesurables. Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle couche administrative, mais de stabiliser ce qui fonctionne déjà sur le terrain. La première étape consiste à consolider les 12 000 habitations initiales comme référentiel opérationnel. Des audits techniques et sociaux réguliers doivent être publiés afin de maintenir la transparence et d'identifier rapidement les points de fragilité. Cette exigence, soutenue politiquement par Ibrahim Traoré, vise à éviter toute idéalisation du chantier et à ancrer la crédibilité du modèle dans des faits vérifiables. La deuxième étape repose sur l'extension maîtrisée des capacités locales. La création de brigades régionales de génie civil permettrait d'élargir la construction sans dépendre d'une coordination centrale permanente. Chaque brigade fonctionnerait avec un plan trimestriel évalué selon l'avancement réel, la qualité des structures et la participation des habitants. La troisième étape concerne l'approvisionnement, l'intégration formelle des ateliers de briques, des unités de recyclage et des installations solaires dans des partenariats publics locaux garantit la continuité des ressources. La performance serait suivie à travers des indicateurs simples: autonomie matérielle, délai de livraison et durabilité des équipements. Un quatrième levier touche à la gouvernance.
Les conseils de quartier doivent devenir des relais institutionnels stables, dotés de mandats clairs en matière de médiation, de formation et de gestion des biens communs. Leurs décisions doivent rester publiques et évaluées selon leur impact sur la cohésion sociale. Enfin, l'ensemble du dispositif peut être suivi à l'aide de 6 indicateurs transversaux: logement, éducation, santé, emploi, sécurité et cohésion sociale. Cette grille ne mesure pas seulement des volumes, mais la capacité collective à préserver une dignité partagée. La viabilité du modèle dépendra moins de nouvelles annonces que de la constance de ces mécanismes. Lorsque l'on revient vers les silhouettes croisées plus tôt, le chantier prend une autre profondeur. L'ancien agriculteur n'aligne plus seulement des briques. Il explique désormais à d'autres comment assurer la solidité d'un mur. La femme qui transportait latérellement les matériaux supervise un petit groupe et vérifie les mélanges avant le séchage. L'adolescent au bulldozer connaît les tracés par cœur et corrige les hésitations des nouveaux venus. Leurs gestes ont gagné en assurance, mais surtout en sens. Ces trajectoires ne sont pas spectaculaires, elles sont continues. C'est précisément ce qui leur donne leur force. Elles montrent comment une reconstruction matérielle peut devenir une reconstruction de position sociale sans discours appuyé ni mise en scène. Le chantier agit comme un cadre silencieux qui autorise ces déplacements progressifs. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure centrale que comme un déclencheur. Son rôle se lie dans la cohérence maintenue, dans la constance des règles et dans l'espace laissé à l'appropriation collective. Le projet tient parce qu'il ne se substitue pas aux habitants, il les remet en mouvement. Quand le soir tombe sur les toits rouges, la ville change de rythme. Les voix montent des ruelles, les lumières solaires s'allument d'une à une. Rien d'exceptionnel, et pourtant l'essentiel est là. Une ville peut redonner un peuple à lui-même. La ville de la Renaissance n'est plus seulement un chantier observé de loin. Elle devient un miroir tendu à tous ceux qui s'interrogent sur la manière dont une société peut reprendre prise sur son avenir. Ce qui s'y joue dépasse le Burkina Faso, car l'expérience montre comment des choix concrets, répétés et assumés peuvent transformer une contrainte extrême en dynamique collective. Il ne s'agit pas d'admiration ni de modèle à copier mécaniquement. L'enjeu est ailleurs. Il réside dans la transmission de ce qui a été compris, raconté et rendu visible. Lorsque des récits circulent, lorsque des pratiques sont observées sans filtre spectaculaire, le champ du possible s'élargit. L'attention devient alors une forme de participation. Suivre cette trajectoire, partager son évolution, en discuter avec esprit critique, contribue à maintenir l'espace ouvert. Ce sont ces échanges, plus que les annonces officielles, qui prolongent la vie d'un projet au-delà de son périmètre initial. La question finale reste volontairement simple, mais exigeante. Elle ne porte pas sur un pays ou un dirigeant, mais sur une attitude collective face à l'incertitude. Que devient l'avenir lorsque l'on cesse de croire que l'impossible nous dépasse?